bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture. Donc ce sera un update lecture 100% graphique. J'espérais arriver à vous tourner la vidéo sans la minerve puisque le médecin m'a dit de diminuer le temps où je la porte. Tout doucement, progressivement, mais le problème c'est que dès que je l'ai pas, j'ai la tête qui est complètement tordue, donc tant pis, il va falloir encore supporter ma tête avec ce machin autour de mon cou, mais c'est pas grave, le plus important c'est que je vous parle de lecture. Donc c'est parti et allons-y. Je vais vous parler du manga The Quintessential Quintuplets de Neji Aruba, publié chez les éditions Pika. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre Futaro, qui est un jeune lycéen très introverti, qui est bien dans son coin, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui passe son temps à étudier, qui a une famille assez pauvre, et en fait un jour à la cantine, il va rencontrer une de ces jeunes quintuplets. Elle va lui demander des cours particuliers, mais lui il va refuser, il est vraiment à fond dans ses études, et il ne veut vraiment pas sortir de son petit confort, il veut vraiment continuer à étudier, c'est vraiment toute sa passion. Et puis en rentrant un soir, sa sœur lui fait « Écoute frérot, papa et maman ils t'ont trouvé un emploi en tant que professeur particulier. » Et en fait il va penser que c'est que pour une élève, sauf qu'en fait il va se retrouver dans la famille de cette jeune élève qu'il a un petit peu envoyé balader. Mais en fait il n'y a pas qu'une seule élève, il y en a 5. Et c'est les 5 filles, 5 les mêmes, qui vont le faire tourner en bourrique et qui vont absolument refuser qu'il lui donne des cours. Particulièrement celle qu'il a envoyé balader au réfectoire, puisque ça ne lui a vraiment pas plu. Bon, c'est compréhensible d'un autre côté. Et en même temps, elles ont beau être quintuplettes, elles sont totalement différentes, on a des personnalités qui diffèrent, qui sont totalement, je sais pas, à l'opposé des unes des autres, avec des goûts complètement différents, alors qu'elles se ressemblent toutes comme des gouttes d'eau, et ça c'est assez impressionnant, et j'ai beaucoup aimé cette particularité-là. J'ai beaucoup aimé, c'est que du coup dans ce manga, du moins dans ce premier tome, les liens familiaux sont mis à l'honneur, de par la famille de Futaro et sa relation fraternelle avec sa petite sœur, mais aussi de par la relation entre nos 5 quintuplettes. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on ne voit pas les parents de nos jeunes filles, et c'est quelque chose qui m'a assez dérangée, sachant que le père est quand même celui qui paye Futaro. J'ai beaucoup aimé la thématique des difficultés scolaires qui est abordée, mais aussi de tout ce qui concerne les activités extrascolaires, c'était très sympa, même si je trouve que le manga avance très vite dans l'histoire. Donc ce tome 1 était très intéressant, mais était surtout très introductif. Par la suite, j'ai lu ce tome 2 et ce tome 2 m'a vraiment déçu, je l'ai beaucoup moins apprécié et je pense que à cause de cela, je ne lirai pas la suite de l'histoire. Ce tome 2, je l'ai trouvé assez brouillon. En fait, il est beaucoup moins concentré sur l'instruction de nos quintuplettes. Il est toujours centré un peu sur les liens familiaux, la relation qu'il y a au niveau de la sororité, mais aussi au niveau de la relation de Futaro avec sa petite sœur. Mais le niveau aide scolaire, il est très peu abordé. Il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est brouillon et j'ai pas eu le temps et j'ai pas réussi à m'imprégner de l'atmosphère de l'histoire. Et surtout, même si nos sœurs, elles sont différentes, elles se ressemblent quand même malgré tout. Et moi, ça m'a un peu dérangée, puisque du coup, j'arrivais pas à discerner qui était qui faisait quoi. Enfin, j'y comprenais vraiment plus rien, j'étais complètement perdue. Par contre, les graphismes de ce manga, c'est quand même un shoujo, donc ils sont simples, mais quand même très sympathiques. Et bon, rien que graphiquement, c'est assez plaisant à regarder. Désolée, je cherchais un petit peu mes mots. C'est plaisant, mais voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. Et je pense que personnellement, je ne continuerai pas ce manga, sachant qu'il y en a plein d'autres qui m'intéressent en ce moment. Je vais continuer avec un manga, Goodbye My Hero's Garden, le tome 2 de Dr Pepperco, publié chez les éditions Komiku. Donc je vous ai déjà parlé du tome 1 il y a pas très longtemps, je vous mettrai l'update graphique où j'en parle juste ici, et le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, et ce tome 2 ne déroge pas à cette règle. Enfin, c'est pas vraiment une règle, mais c'était un joli coup de cœur également, et c'est un tome que je vous conseille fortement. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu mon update, pour que vous compreniez un petit peu de quoi je vais vous parler dans ce tome 2 sans vous spoiler, je vais vous parler un petit peu du tome 1. En fait, dans le tome 1, nous avons Hanako, une jeune japonaise qui va arriver en Angleterre dans les années 1900.
Elle va arriver en Angleterre puisqu'elle a écrit un manuscrit qu'elle aimerait faire découvrir à son auteur préféré. Elle va se déplacer dans la maison d'édition afin de rencontrer cet auteur, sauf qu'on va un petit peu l'envoyer, enfin un petit peu, même complètement balader. On va lui dire, écoute, non, il n'est pas intéressé, voilà, va-t'en. Mais à ce moment-là, elle va faire la rencontre de Mademoiselle Alice, qui est une noble qui a un certain pouvoir et une famille qui a vraiment beaucoup de moyens en Angleterre à cette époque-ci. Et Mademoiselle Alice va l'engager comme femme de chambre. En tant que femme de chambre, elles vont tisser des liens, plus elles sont des passions communes comme la littérature. Et Mademoiselle Alice va dire à Hanako, bah écoute, moi je veux bien te faire rencontrer cet écrivain, je le connais, mais à une condition, il va falloir que tu me tues. Donc Hanako va chercher le pourquoi du comment. Mademoiselle Alice veut mourir puisque elle est pas du tout dans cette optique-là, elle veut pas faire du mal et en plus elles ont créé des liens vraiment très forts. Donc ce tome 2, il était vraiment poignant, même encore plus que le tome 1. C'est un manga qui aborde des thématiques très fortes, des thématiques qui vous retournent l'estomac, et vous pouvez pas lâcher la lecture des yeux. Et le graphisme, en plus, il est sublime. Le travail des détails est assez impressionnant. Les dialogues sont tellement bien faits qu'en fait, on n'a pas l'impression de lire un manga. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression de lire un roman. En plus, j'ai beaucoup aimé les thématiques de ce deuxième tome, où on est en plein dans les secrets, on a beaucoup de révélations familiales, le féminisme est à son comble, on est dans des femmes qui veulent être modernes dans un monde où le pouvoir de l'homme et la pression familiale est telle que ça les emprisonne, et ça c'était quelque chose de vraiment poignant, c'est quelque chose qui reflète notre histoire et encore un combat dans lequel les femmes sont encore engagées au jour d'aujourd'hui par rapport à la place dans laquelle on a tendance à nous mettre, et en plus nous sommes bercés dans les mœurs de l'époque, et ça j'ai complètement adoré, j'ai même surkiffé, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé nos protagonistes principales, puisque nous sommes face à des femmes qui sont pleines de douceur, qui sont d'une grande intelligence, même si elles sont de cultures différentes et qu'elles vivent les choses différemment du coup suite à leur culture, puisque entre une japonaise et une anglaise, forcément la culture n'est pas la même, et tout ça on y apprend, il y a des petits éléments glissés par-ci, par-là, sur chacune des cultures, sur chacune de leurs personnalités, et on se rend compte que ce qui fait leur différence, les rapproche, et j'ai adoré. C'est une histoire qui fait appel à toutes vos émotions, à votre réflexion, et qui donne envie de se renseigner sur cette période historique qui est très intrigante, et en plus ça ne se passe pas dans des pays dans lesquels on a l'habitude d'avoir des histoires historiques, c'est pas là où on nous apprend des choses à l'école, parce que nous en France on nous apprend surtout des choses sur l'histoire française, mais là nous avons des éléments sur l'histoire japonaise, nous avons des éléments sur tout ce qui se passe en Angleterre dans ces années-là, et franchement j'ai trouvé ça fort intéressant. Nous allons passer à des bandes dessinées d'un tout autre genre, et je vais commencer par le tome 1 de Merci La Dame, le Gel et le Diable de Mirka Andolfo, publié chez Glénat BD. Et donc un tout autre genre, puisque c'est un genre assez horrifique. Je sais que nous sommes plus proches de Noël au jour où je vous tourne la vidéo, même si je sais pas si cette update sera parue avant ou après Noël, j'en ai aucune idée. Mais c'est une BD qui conviendrait plus à la période de Halloween, même si moi je vous avoue que je lis ce qui me fait envie, qu'importe la période. Donc dans cette BD horrifique, nous allons suivre principalement Lady Helen, qui est une femme noble, d'une grande beauté, d'une belle éducation, qui va arriver dans un petit village avec son majordome qui est assez âgé et qui est très très protecteur envers elle. Sauf que dans ce petit village, il se passe de drôles de choses et on croit qu'il y a un certain diable qui est mêlé à tous ces événements. Nous avons des thématiques abordées qui sont fortes, telles que l'esclavage, le travail des enfants, mais aussi la discrimination, puisque nous avons des personnages d'origine noire qui sont pas bien vus dans ce monde. Et en fait, dans ce tome 1 qui est assez introductif, on ne comprend pas tout, mais les personnages nous intriguent, surtout le personnage de Lady Helen, de son majordome. Il y a une petite fille noire, Rory, il me semble qu'elle s'appelle, si je me trompe pas dans les prénoms, parce que j'ai tendance à oublier les prénoms facilement, j'ai pas forcément la mémoire des noms,
qui est touchante dans ce tome, qui m'a frappée et qui a une très grande importance. D'ailleurs, nous avons dans les premières pages des chapitres qui lui sont entièrement consacrés. Et donc cette BD, elle est juste magnifique et ce tome 1 introductif, il est sublime. D'ailleurs, je vais vous ouvrir un petit peu les pages pour vous montrer un peu le style graphique. Voilà un petit peu de style graphique. J'espère que la mise au point se fait bien et que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne. Bon, d'habitude, je vous fais des plans un peu plus jolis que ça pour vous montrer les graphismes, mais j'ai un petit peu du mal à manier la caméra. Et monsieur m'installe déjà tout le matériel, j'ai pas envie d'abuser de sa bonté pour tous les plans, pour vous montrer tout cela, donc j'espère que ça vous conviendra. Suite au tome 1 qui était très intriguant, je n'ai pu que lire le tome 2. Le tome 3 sort courant 2021, je sais plus si c'est janvier, février ou mars, mais dans ces eaux-là. Et ce tome 2, je l'ai vraiment adoré. Dans ce tome 2, nous avons les personnages qui étaient très intrigants, qui sont beaucoup plus développés. On en apprend plus sur Lady et Hélène, on en apprend un peu sur son passé, on en apprend plus sur son majordome, donc on comprenait pas vraiment qui c'était, on comprenait pas vraiment son implication. Et là, bah... on comprend mieux, même si les choses restent intrigantes, même si on cherche à en savoir plus, bah là, tous les éléments qu'on a sont piquants et on n'a qu'une envie, c'est de dévorer cette BD, d'en savoir plus, de connaître tout ce qui va se passer sur leur passé. Moi personnellement, j'ai essayé de mener une enquête dans ma tête, j'ai essayé de me dire non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je n'en ai toujours pas la réponse et j'espère que dans les prochains tomes, j'en aurai justement les réponses adéquates. Ce tome, du coup, comme vous l'aurez compris, il est bourré de suspense, on voit des choses qui sont toujours horrifiques, mais ces dessins horrifiques, ils sont tellement beaux que finalement, ils font même pas peur, ils sont juste génialissimes, et j'ai adoré, je sais pas comment vous dire à quel point j'ai adoré en fait. Les personnages du tome 1 qui étaient assez introductifs, ils prennent une place particulière. On apprend à connaître d'autres personnages du village qui étaient abordés dans le tome 1 mais de manière assez parsemée. Là, on les voit un peu plus en action dans ce tome 2. Et dans ce tome 2, bah, ces personnages aussi, bah, on se questionne sur eux, on se questionne sur leur passé, on se questionne sur leur application dans l'histoire. Enfin, on se pose une multitude de questions. On a envie d'apprendre et de savoir tout ce qui se passe sur tout le monde. Donc c'est une histoire vraiment horrifique mais pleine de secrets de famille. On a des personnages particuliers dans un village qui est très particulier, un village qui ne ressemble à aucun autre et tout est curieux, on a vraiment envie de tout savoir, de comprendre. Ce village, il est intriguant. C'est comme si on se retrouvait, vous voyez, à Salem parmi une nuée de sorcières. C'est vraiment un peu le même style. Et puis moi, j'adore vraiment la colorisation de cette BD qui est vraiment dans les thèmes violets, surtout quand on est vraiment dans le style horrifique. Le violet a une grande place. Et moi, il faut savoir que le violet fait partie de mes couleurs préférées. J'en ai plusieurs. Je vais pas toutes vous citer mes couleurs préférées, mais franchement, j'aime beaucoup. Le style graphique, il est coloré. Les traits sont fins et élégants et j'aime beaucoup ça. Et je suis vraiment ravie d'avoir découvert la plume de Mirka Andolfo sur les conseils de mon libraire. Continuons avec une bande dessinée avec Daryl Ouvremonde, le tome 1 de chez Glénat. Alors, ça a été écrit par Rémi Guérin et Christelle. Et cette BD, c'est pareil, elle est sublime. Les graphismes, c'est un délice. La colorisation est beaucoup plus sobre, mais très jolie, très fine. On a vraiment l'impression de regarder un dessin animé réellement bien fait, même un film d'animation pour être plus précis. Je vous en avais déjà montré dans un book haul à quoi ressemblaient les graphismes, mais là je peux vous montrer quelques aperçus pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la qualité graphique. J'espère que la mise au point se fait bien pendant que je vous montre ça. Et donc dans cette histoire, il faut savoir que l'on suit une jeune journaliste qui explique à sa patronne du roman
sur lequel elle est en train d'écrire. Enfin, une journaliste, c'est plutôt... elle est dans une maison d'édition, elle a écrit un roman. Et dans cet roman, il faut savoir qu'il y a une espèce de triangle amoureux entre elle, un fantôme, et Daryl, qui est journaliste dans un autre monde qu'on appellerait l'Ouvre-Monde. Sauf que l'Ouvre-Monde, c'est un lieu assez particulier, un lieu mystérieux et un lieu où très peu d'humains ont accès en fait, mis à part Daryl qui a apparemment une place vraiment particulière dans ce monde. Et moi, ce qui m'a perturbée, c'est que je savais pas si c'était vraiment dû à l'imagination de notre autrice, tout ce qui se passait, ou si c'était vraiment réel et qu'elle écrivait par rapport à sa relation avec Daryl, puisque elle et Daryl sont en contact. Enfin, c'est très très mystérieux, je comprends pas tout. J'ai hâte d'en savoir plus en lisant les tomes suivants. D'ailleurs, je pense que faudrait que je lise le roman, parce qu'il existe un roman où Daryl faisait ses études de journaliste avant qu'il soit journaliste. Donc c'est un roman qui est un peu préquel de cette bande dessinée, et je pense qu'il pourrait m'éclairer sur le sujet. Donc voilà, donc dans l'Ouvre-Monde, il se passe des choses vraiment pas nettes. Daryl, il va enquêter là-dessus, on va apprendre plein de choses, on comprend pas tout, mais justement ça attise la curiosité, donc ce n'est que mieux. C'est très important d'être bercé dans cette incompréhension justement pour que ça titille, puisque si on comprend tout du premier coup dans ce type d'histoire, bah, il n'y a pas trop d'intérêt. Et donc quand j'ai fini ce premier tome, j'ai été vraiment frustrée puisque j'avais envie vraiment de savoir tout ce qui allait se passer, de comprendre cet ouvre-monde qui est particulier. Il y a des créatures très particulières aussi dans cet ouvre-monde. On est bercé dans de la magie, dans du journalisme, on est bercé dans un monde où il y a un fantôme qui apparaît dans le monde normal comme dans l'ouvre-monde. C'est particulier. C'est vraiment un style particulier mais qui m'a beaucoup plu. Je me suis posé beaucoup de questions sur les protagonistes et justement j'espère en avoir plus comme réponse, mais je pense qu'il y a des réponses que je devrais avoir dans le roman qui va atterrir dans ma wishlist et il y a des réponses qui arriveront sûrement dans les prochains tomes. Après le roman ne gêne en rien pour comprendre cette BD puisque je pense que les deux ont été faits à part et d'ailleurs c'est grâce à une abonnée qui me suit sur Instagram et qui a commenté ma chronique écrite que je sais qu'il y a un roman sur ce tome. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite et de voir les réponses à ce monde très mystérieux. Je vais reprendre cette update lecture avec un manga des éditions Komiku. Et donc c'est Dahlia, artisane magicienne, le tome 1 de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi. Donc ce manga est très très sympathique, le tome 1 est très introductif, mais il m'a beaucoup plu et il se passe vraiment beaucoup de choses à l'intérieur qui sont fort intéressantes et gouléantes. Donc nous allons suivre Dahlia. Il faut savoir que c'est une jeune femme qui a été réincarnée et en fait elle est dans un monde où c'est sa seconde chance. Dahlia est la fille d'un artisan d'artefacts magiques. Son but c'est de reprendre un peu la suite de son père et de devenir une des plus grandes artisanes d'objets magiques. Sachant que les objets magiques de ce monde sont assez particuliers, puisque par exemple en fait c'est des objets de notre quotidien qui vont être adaptés à la magie. Je vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est marrant de le découvrir par soi-même. Et donc le papa de Dahlia va tout faire pour qu'elle devienne vraiment la plus douée dans ce domaine, puisque elle démontre des capacités vraiment hors normes. Et il va la mettre en contact avec Orlando qui lui est un marchand d'objets magiques et qui peut du coup être en partenariat avec Dahlia vraiment un appui, un maintien pour Dahlia lorsqu'elle va vendre les objets qu'elle fabrique, mais aussi pour se procurer les matériaux pour fabriquer les objets magiques. Sauf que Orlando n'est pas ce qui se paraît. Moi je l'ai senti venir tout de suite en fait, donc je vous spoil pas, on le sent venir qu'il est particulier. Dahlia, on sent vraiment qu'elle a pas vraiment de sentiments, mais qu'elle fait vraiment les choses pour faire plaisir à son papa. Et Orlando va vraiment compliquer la vie de la jeune femme. Et donc Dahlia, elle va devoir se battre pour montrer qui elle est, pour reprendre les droits sur sa vie, reprendre les droits sur ses objets. Et franchement, j'ai adoré parce que ce manga, c'est vraiment un manga qui montre le pouvoir et la force qu'a Dahlia. C'est vraiment pour moi un manga qui est assez féministe, tout en utilisant la magie, le shoujo, le côté seinen. Enfin, j'ai adoré cette partie-là. Ce manga, il est touchant et innovant sur
plein de domaines. Déjà touchant puisque la relation entre Dahlia et son papa, bah moi, elle m'a beaucoup émue. Après, je suis vraiment touchée par les relations père-fille puisqu'il faut savoir que moi avec mon papa, j'ai une relation très compliquée. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi, une relation telle quelle entre un père et une fille, bah c'est vraiment touchant, innovant puisque le concept des objets de tous les jours qui sont un peu magiques, j'ai trouvé ça vraiment fort drôle. J'ai beaucoup aimé le fait que Dahlia elle se bat pour ses idées, qu'elle ne se laisse pas faire et elle va tout faire pour avoir son indépendance, pour revendiquer ce qui lui appartient et ça j'ai adoré. Elle a une force de caractère, elle a une inventivité qui est juste géniale. L'univers dans lequel on évolue il est très riche, on a envie de le connaître, on se pose beaucoup de questions donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commandé le tome 2 et que j'espère le recevoir prochainement. D'ailleurs, j'attends la réponse de mon libraire parce que je l'ai commandé en click and collect. Au jour où je vous tourne cette vidéo, les librairies ont rouvert, mais quand j'ai commandé le livre, on n'était pas encore en ouverture et je crois que ma libraire ne l'a pas encore reçu. Et j'ai beaucoup aimé le graphisme puisque nous avons des traits fins comme dans un shoujo, mais les décors sont très riches en détails, vraiment comme dans un seinen, et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Et maintenant, je vais rebondir avec le dernier livre de cette update, qui est Le Mangeur d'âmes, le tome 2, de François Lapierre et Patrick Boutin-Gagné, publié chez les éditions Vent d'Ouest. Donc, je vous ai déjà parlé du tome 1 il y a pas longtemps, je vais pas trop réévoquer le tome 1 pour pas que cette update fasse trop longtemps, puisque je vois qu'on en est déjà à plus de 25 minutes de tournage. Bon, même si y aura des parties coupées sur la vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus sur le tome 1, je vous mets tout dans le petit i. D'ailleurs, ça doit être le même update graphique que là où je vous parle du premier tome de Goodbye My Rose Garden, si cela vous intéresse. Donc là, dans ce tome, nous allons retrouver Ovid, notre personnage principal, avec la sirène qu'il a embarquée dans toutes les aventures et tous les périples qui se sont passés dans le tome 1, et les villageois de ce village assez nordique au Canada. Au Québec, pour être même plus précis. Donc, dans ce tome, j'ai été bercée dans l'incompréhension, mais je pense que c'était fort voulu par nos auteurs, puisque nos personnages ne comprennent pas tout, eux non plus, ce qui s'y passe. Par contre, j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voit les différents personnages un peu plus à part. Si vous voulez, dans le premier tome, il y avait vraiment une grosse unité entre notre groupe de personnages, ils discutaient, et là, en fait, l'unité de nos protagonistes n'est plus vraiment la même suite à ce qui s'est passé dans le premier tome. Ça a fait un peu des clans, ça a forgé diverses alliances complètement différentes. Du coup, on va les voir évoluer dans différents domaines avec leurs idées qui sont pas du tout les mêmes. Donc le fait de suivre ces personnages qui ne comprennent pas ce qui se passe mais qui n'ont pas du tout les mêmes idées, bah ça a permis de mieux connaître chacun d'entre eux et pas seulement Ovid qui est notre protagoniste principal avec notre sirène qui est très particulière. Nous avons aussi de nouveaux protagonistes qui font leur intervention et qui rendent encore l'histoire plus mystérieuse et qui nous bercent justement dans cette incompréhension. Le mystère qui se fait autour de tous les événements qui se sont passés se fait de plus en plus pesant. Donc il faut savoir que c'est une trilogie, le tome 3 est dans ma pile à lire et donc j'espère en apprendre plus sur ce mystère une fois que j'aurai lu le tome 3 et je suis vraiment très curieuse de découvrir la suite. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus sans vous spoiler sur le tome 1, donc c'est pour ça que je vous invite à regarder l'update lecture où je vous parle du tome 1 pour avoir plus de précision si cet univers vous tente. Mais nous sommes bercés dans un village particulier qui a un style un peu à la Astérix et Obélix au niveau des relations entre les protagonistes. Par contre, c'est une BD qui est vraiment centrée pour les adultes puisqu'il y a certains dessins qui sont assez explicites. Après, c'est assez drôle, l'univers est assez fantastique et j'aime beaucoup le cadre. Alors, au niveau graphique, cette BD a des tons beaucoup plus chauds que dans le tome 1. Dans le tome 1, nous avions des tons froids mêlés avec des tons chauds. Les tons froids pour l'extérieur, parce qu'il faisait assez glacial dehors, et les tons chauds pour l'intérieur, quand ils étaient dans leur espèce de taverne, en train de boire des coups, discuter. Là, l'hiver s'est en allé et du coup nous sommes dans des tons un peu plus printaniers, ce qui est très agréable.
Voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés à la caméra. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis pour venir en discuter en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil. Et si vous avez d'autres lectures à me recommander, l'espace des commentaires est ouvert et je vous répondrai avec grande joie comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'étais ravie de vous la tourner, de partager mes lectures avec vous comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!